Nous allons commencer notre conférence d'aujourd'hui. Merci d'abord d'avoir répondu à notre invitation. Il entend bien là. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Nous recevons aujourd'hui au Presse Club Europe à Schuman, Monsieur Cheikh Fita Diboué. Alors, Cheikh Fita Diboué vient de Kinshasa, Cheikh Fita que vous connaissez, un grand homme des médias. Il vient de Kinshasa où il a séjourné pendant 4 mois. Et donc, pendant ces 4 mois, il a tiré beaucoup d'enseignements. Il y est allé en tant qu'homme des médias, parce que c'était la période de campagne, mais également en tant qu'écrivain, parce qu'il y avait un forum qui se tenait à l'Académie des Beaux-Arts, où il devait intervenir. Il y est allé également comme citoyen, parce qu'il était également candidat. Bref, Cheikh Fita, pendant les 4 mois à Kinshasa, a pu retirer des enseignements qu'il va partager avec nous sur le thème Fachi 2, les 10 choses qui doivent changer. La parole à Cheikh Fita. Un instant. Il y a moyen de résoudre le problème du gouverneur? Parce qu'il n'entend pas bien. Non, il n'entend pas bien. Ah. Alors, mais le problème qui est là, c'est que si... Non, vas-y, parle. Oui. Non, le problème qui est là, c'est que si vous traduisez ou si vous répétez, ça va perturber la séance. Ah. Il faudra peut-être lui faire le résumé après. Ok, ça va. Merci bien, Monsieur Cornelis Landou. Merci bien à vous tous de la presse et les amis qui êtes venus. Et merci particulièrement à notre ancien gouverneur, Paul Kabaïdi Wakabaïdi, qui fut gouverneur de la ville de Kinshasa, qui a toujours été très attaché aux problèmes du Congo. Et pourquoi cette conférence? Comme l'a dit Cornelis, du 16 septembre 2023 au 24 janvier 2024, j'ai séjourné au Congo, à Kinshasa plus précisément, et mon séjour avait effectivement 3 buts. Le premier, c'est qu'en tant qu'homme des médias, je voulais couvrir le processus électoral qui est en voie de s'achever. En voie de s'achever, pourquoi? Parce qu'on a déjà proclamé les résultats, mais il y a d'autres résultats qui restent, par exemple l'élection des gouverneurs, l'élection des bourgmestres, etc. Et donc, j'étais là en tant qu'homme de médias, j'étais là aussi en tant qu'homme de culture, et là, j'étais allé faire la promotion de la lecture du livre... Tu vas me dire après. Oui. Monsieur le gouverneur, on va vous envoyer la vidéo qui est en train d'être filmée en direct. Juste après, on vous envoie le lien. Tout est enregistré. Vous aurez la vidéo, tout est enregistré. Je ne comprends pas, tu souffles. Faites ça peut-être par écrit. Je vous donne un bout de papier. Vous aurez la vidéo, tout est enregistré. Bon. Mais c'est pas comme ça. Expliquez-lui pourquoi vous le faites après. Tu me dis, chaque fois qu'il parle, il faut me dire ce Ça qu'il... va perturber la conférence. Si vous achetez. Mais non, ça ne sort pas au micro. S'il vous plaît, donnez-lui le texte qu'il lise. Et ceux qui nous suivent en direct, un instant, il y a un petit problème local qu'on va... Bien. Donc, comme je disais, je suis allé à Kinshasa, d'abord en tant qu'homme média, un homme de médias. J'ai mon journal en ligne, j'ai le magazine qui passe, que je diffuse chaque mois. Et je suis allé ensuite comme homme de culture pour faire la promotion de la lecture du livre congolais et du théâtre classique, parce que c'est ça un autre de mes métiers. Et enfin, comme l'a dit Cornelis, j'étais là effectivement en tant que citoyen parce que je voulais
participé, j'ai participé aux élections locales, donc dans la commune de Barumbu où je réside. Donc c'est de ce séjour de 4 mois que j'ai tiré un certain nombre d'enseignements qui m'ont poussé à concevoir cette conférence de presse, dont voici les principales articulations. Point A, la RD Congo et les aspirations profondes du peuple congolais. Point B, évaluation du premier mandat de M. Tshisekedi. Point C, les élections de 2023, regard. Point D, 3 Congolais sur 4, ou le plébiscite et non un chèque en blanc à Tshisekedi. Et point E, les 10 choses qui doivent changer. Point A d'abord. La RD Congo, avec ses potentialités, devrait être en mesure d'offrir à chacune de ses filles et à chacun de ses fils une vie digne, c'est-à-dire manger à sa faim, scolariser les enfants, avoir accès à des frais médicaux, avoir accès à l'eau courante et à l'électricité, avoir un boulot. C'est le devoir de l'État, mieux du chef de l'État et de son équipe. Et cela devrait être plus ou moins la boussole de tous les gouvernements, et en particulier des gouvernements qui viennent de passer, et sûrement de celui qui va venir. Point B, évaluation du premier mandat de M. Tshisekedi. Est-ce que M. Tshisekedi a pu réaliser tout ce qu'il a donné comme promesse? Est-ce qu'il a pu réaliser des œuvres qui allaient dans le sens de ce que voulaient les Congolais? Bon, nous pouvons dire que la réponse se trouve dans sa propre campagne. M. Tshisekedi a fait le tour de toutes les provinces. Il est allé dans tous les chefs de lieu de province. Il est allé dans d'autres villes et il a parlé de ce qu'il a fait. Et donc, nous ne pouvons évaluer donc son mandat qu'à partir de ce que lui-même a donné donc comme réussite. Mais maintenant, comme c'était une campagne, l'opposition aussi avait droit de faire campagne, de critiquer ce que le président n'a pas pu faire et de proposer mieux. Maintenant, le point C, les élections de 2023, qu'est-ce qu'on peut en dire? Et le jour des élections, en tant que journaliste, j'ai été dans plusieurs bureaux de vote. J'ai assisté au vote. Et d'abord, il faut signaler, c'est que beaucoup de médias ont repris, ils ont dit qu'il y a eu un grand retard. Effectivement, à Kinshasa, la plupart des bureaux ont ouvert avec un très très grand retard. Ça, c'est le côté négatif de la chose. Mais une fois que les élections ont commencé, les électeurs, ils étaient très engagés. Ils sont venus très nombreux, et surtout, ça il faut le souligner, surtout des jeunes. Donc l'électorat de Tshisekedi, c'est essentiellement des jeunes. Et ça, qu'on leur donne le mot, ils étaient là. Quand ils ont fini de voter, ils ont attendu qu'on dépouille, qu'on compte les bulletins, qu'on proclame et qu'on diffuse donc les résultats bureau par bureau. Et ça, c'est un détail. Là, je parlerai de notre ami Cyprien Ouechi, qui est à Kinshasa, avec qui nous avons fait ce travail. Il a comme cheval de bataille, il dit toujours aux politiciens, vous êtes candidat, débrouillez-vous, trouvez des témoins dans chaque bureau, de telle sorte que, après les élections, vous avez vos PV, vous pouvez compiler, vous pouvez connaître même vos résultats. Mieux, en cas de litige, quand vous allez à la Cour constitutionnelle, vous avez des preuves. Mais malheureusement, on est à la quatrième élection,
ce réflexe n'est pas encore ancré dans les chefs des hommes politiques. Et beaucoup de gens, effectivement, n'ont pas pu placer beaucoup de témoins. Et il faut reconnaître aussi que si vous êtes, mettons, candidat à la présidentielle, il y avait 75 000 bureaux de vote, à raison d'un témoin par bureau, donc vous devez mobiliser 75 000 personnes. À mon avis, ce n'est pas beaucoup. Parce que si vous voulez être président, vous voulez être président de toute la République, donc vous avez un réseau dans toute la République. Il y a des gens qui voteront pour vous dans toute la République. Mais bien sûr, c'est le coût. Parce que vous connaissez le niveau de vie des gens. En tout cas, les gens ne se déplaçaient pas pour rien. Il fallait donner l'argent. Je pense que c'est une des raisons qui fait que la plupart des hommes politiques n'ont pas pu mettre autant donc, des témoins dans les bureaux de vote. Et il y a aussi une question qui s'est posée. Surtout dans les médias occidentaux, on dit élection chaotique. Moi qui étais sur terrain, le petit chaos que j'ai vu, c'était essentiellement donc, le début avec le retard. Et il y a aussi ce que vous avez suivi dans les médias, dans les réseaux sociaux, il y a eu des tentatives de fraude. Mais les gens de la CENI, où nous, la presse, on avait l'habitude d'aller couvrir tout ça, ils nous ont dit sur 100% des bureaux de vote, si on devrait estimer là où on se plaint, ça ne dépasse pas 2%. Bon, naturellement, beaucoup de médias aiment bien le buzz. Le mot chaotique, c'est un mot qui vend bien. Quand vous dites 98% des bureaux de vote, ça marche bien, les gens n'achètent pas le journal. Personnellement, j'ai été témoin. J'ai vu que les résultats qui étaient publiés le lendemain du jour des élections, on avait toutes les tendances. Parce qu'à travers toute la République, en tant que média, j'ai reçu beaucoup de preuves de toute la République et la tendance était la même. En tout cas, s'il y a un candidat qui peut prétendre avoir gagné ces élections, c'est M. Tshisekedi. Il n'y a aucun candidat qui a pu faire un score aussi important à travers toute la République. Et d'ailleurs, s'il avait fait plus que M. Tshisekedi, il aurait pu dire, oh, voilà, moi j'ai eu autant. Et ce discours-là, on ne l'entend pas. De temps à autre, on entend certains candidats qui disent, bon, c'était pas bien organisé, mais ils ne disent pas ce qu'eux, ils ont eu. Ils ont eu comme résultat. Ils ne sont pas en mesure de contredire avec des chiffres les résultats de la CENI. Personnellement, en tant que journaliste, j'ai eu à visiter la CENI. La CENI avait fait une journée porte ouverte. Nous avons eu les serveurs, nous avons eu la centaine d'informaticiens qui travaillent à la CENI. C'est un travail fastidieux. Et souvent, on les accuse d'avoir planifié, mais c'est un peu méchant, je le dis honnêtement, parce que si vous avez comme travail de compiler les résultats et de les publier, quand est-ce que vous allez planifier la triche et tout ça? Il y a eu un peu de méchanceté de la part de certains médias quand on disait ça de la CENI. Point 2, 3 Congolais sur 4 ont voté Tshisekedi à la présidentielle. Est-ce un plébiscite? Est-ce un chèque en blanc? Je dis que c'est un plébiscite peut-être, mais pas un chèque en blanc. Parce que quand vous circulez à Kinshasa, les gens sont unanimes de dire nous avons voté pour lui. Mais les mêmes gens, ils disent il faut ça, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Ça ne veut pas dire on l'a voté et puis il ne va plus rien faire. Les gens, ils attendent beaucoup. Il y a une grosse attente de la part des électeurs. Et c'est de ça que nous allons parler. Donc au dernier point, qui est le point principal de ma communication, les 10 choses qui doivent changer. Fachi a géré le pays de 2019 à 2024. Il a fait 5 ans. Est-ce que tout était rose? J'ai dit non. Il y a des choses qui n'allaient pas. Mais le plus grave, ce n'est pas ça. Il y a des choses, si elles vont dans le deuxième mandat, ça n'ira pas. Et parmi ces choses, la première, c'est le cabinet.
Nous pensons que quand Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il a fait un cabinet dans le contexte de ce moment-là. Après 5 ans de gestion, il doit être en devoir de faire l'état des lieux, de voir quelle est la technicité de ce cabinet. C'est un cabinet qui a été un peu pléthorique. Et donc, pour moi, maintenant qu'il a prêté serment et qu'il doit refaire un cabinet, il faudrait un cabinet, 2 choses. Moins gros. Deuxième chose, la technicité. Parce que sans ça, on aura toujours l'impression d'être dans le premier mandat. Et ça, le peuple ne le veut pas. Et toujours à propos du cabinet, vous avez suivi durant longtemps, il y a eu beaucoup d'ordonnances. On a créé des agences, de ceci, de cela. Mais en réalité, quand vous regardez l'administration d'un État, toutes ces agences qu'on a créées, qui sont attachées à la présidence, finalement, leurs attributions se retrouvent dans des ministères. Et, à mon sens, ces agences-là devraient être élaguées et remettre les attributions dans les ministères, parce que ça fait double emploi. Et les animateurs, oui, j'ai dit les animateurs, il faut maintenant un bon profil, parce qu'on n'a plus le temps de mettre ceux avec qui on était habitués. Il y a suffisamment de gens assez intelligents dans ce pays pour bien animer différents secteurs du cabinet du chef de l'État. Deuxième chose, la taille du gouvernement et le profil des ministres. Nous avons une 60aine de ministres. Je suis sûr, parmi vous, il n'y en a pas un qui connaît plus de 10 ministres par nom. Mais les autres, ils font quoi? Pourquoi on ne les connaît pas? C'est parce qu'on ne les sent pas. Mais pourquoi ils sont là? Pour qu'on les sente. Et je suggère qu'on rentre à la structure classique. Maximum 30 ministres. Il y a des pays où il y a moins de ministres. Et d'ailleurs, le ministre, c'est pour orienter la politique. Parce qu'il y a l'administration. Chaque ministère a un secrétariat général. Il y a une administration. Mais souvent, les ministres s'accaparent de tout, au point qu'à l'administration, les dossiers ne descendent pas. Troisième chose qui devrait changer, c'est l'administration. J'ai une ou deux anecdotes. Quand l'Union européenne avait décidé de donner 20 millions de dollars au Rwanda, j'avais écrit une lettre à Charles Michel, président du Conseil européen. 3 jours après, j'avais la réponse. 3 jours. Et Charles Michel gère 28 pays. Et moi, dans tout ça, j'étais quoi? Pour qu'après 3 jours, ils me répondent. Mais chez nous, quand vous écrivez à un ministre, si vous avez une réponse, vous avez de la chance. Sur 10 lettres que vous écrivez, si vous avez une lettre où on répond, vous avez de la chance. En 1988, j'ai travaillé dans un cabinet ministériel. Je fus secrétaire de cabinet de M. B. Djema à la culture et aux arts. Et qu'est-ce qu'on nous disait? D'ailleurs, si le gouverneur nous entendait, il va confirmer cela. À l'époque, on nous disait, quand une lettre entre le lundi matin, le vendredi après-midi, c'est lui qui avait envoyé la lettre, doit déjà recevoir une réponse. Ça se faisait au Congo. Et donc, c'est un peu ce que j'ai dit de Charles Michel. C'est ça l'administration. Sans administration, un État n'est pas un État. Or, notre administration n'est pas à mesure de faire cette performance. C'est qu'il y a problème. Il y a problème à 2 niveaux. Au niveau
des hommes et au niveau de l'organisation. Donc, il faudrait que, dans ce deuxième mandat, que l'administration puisse réellement exister. Quatrième chose, le train de vie des institutions. Vous avez tous suivi les fameux 21 000 $. Et avec les élections qui viennent de se passer, il y en a qui parlent même de 30 000 $. Dans la vie d'un État, il y a ce que l'on appelle la tension salariale. C'est-à-dire, celui qui gagne le moins possible, son salaire ne devrait pas être... Non, celui qui gagne le plus possible, son salaire ne devrait pas être plus de 9 fois supérieur à celui qui gagne le moins. Autrement dit, le huissier de la fonction publique, si vous lui donnez 200 $, eh bien, le ministre va gagner 200 multiplié par 9. Ça, c'est ce qu'on appelle la tension salariale. Et dans notre pays, ce n'est pas le cas. D'abord, il faut tenir compte de cette tension salariale. Ensuite, il faut diminuer le côté budgétivore des institutions. 60 ministères, 60 cabinets, chaque cabinet d'État, des conseils, etc. Mais tout cet argent-là, si on devait le réduire, le train de vie de la nation, eh bien, la nation y gagnerait. Cinquième point qui doit changer, l'homme congolais, sa mentalité. Je donne une anecdote. Quand vous allez dans une boutique à Kinshasa, vous arrivez, le monsieur est occupé à servir celui qui est arrivé avant vous. Mais la personne qui viendra après vous, vous savez ce qu'elle fait? Vous devez le savoir. Elle s'adresse directement au commerçant. Et souvent, le commerçant la sert. Et moi, pour m'en assurer, qu'est-ce que je fais? J'arrive, j'attends. Eh bien, tant que je ne tends pas le bras au commerçant, tout le monde va venir être servi, on s'en fout de moi. C'est un signe qui marque une crise très profonde du Congolais. C'est quelque chose dont le deuxième mandat du président Tshisekedi doit s'occuper. On dit toujours changement de mentalité, changement de mentalité. Oui, c'est beau à dire. Avec quoi? Eh bien, il y a un outil. Il y a un outil pour changer la mentalité du citoyen. Et cet outil, c'est quoi? Avant la justice, il y a d'abord l'éducation, il y a la culture, il y a l'information et la justice. Quel est l'effort que fournit l'État pour éduquer le citoyen congolais à partir du berceau? Quel est l'effort que fournit l'État congolais pour éduquer l'enfant du primaire? Quel est l'effort que l'État fournit pour bien informer les citoyens? Vous savez, avec l'effet donc Android, tout le monde est sur les réseaux. Mais vous remarquerez que au Congo, les gens s'informent sur les réseaux. En Europe, les gens s'informent dans les médias. Pourtant, il y a aussi les réseaux. Est-ce que vous avez vu un Belge aller chercher une information? Il dit, j'ai vu dans les réseaux. Non! Il se réfère à un média, à une télévision, à une radio, à un journal. Chez nous, c'est TikTok, c'est Facebook, c'est là qu'il y a les informations. Ça, ce sont les citoyens de l'État. Mais que fait l'État face à ce phénomène? Et quand on se rend compte que c'est toute la population qui est ainsi, c'est une grande déperdition. L'État est en devoir de bien informer les citoyens. Il est en devoir d'assurer une bonne éducation, mais aussi il est
un devoir de fournir une culture à sa population. Je vais vous donner une anecdote. J'ai une amie, on causait, elle me dit, ah, tu fais des comptes? Je dis oui. Elle dit, tu peux me faire un compte? Je dis, non, attends, il faut que j'enregistre ça. J'ai fait un compte, le compte traditionnel de 20 minutes. Je lui ai envoyé la bande audio. Elle a rassemblé ses enfants. Elle a mis pour ses enfants. Et ses enfants ont écouté, étaient émerveillés. Je ne suis pas le seul conteur du pays. Il y a plusieurs conteurs. Il y a plusieurs écrivains. Est-ce que l'État fait la promotion de tous nos arts? Et je ferai même un clin d'œil à notre sœur Lili qui est là. Elle est écrivain. Elle a publié un livre. Elle est sûrement en train d'écrire un autre. Un conte, je aussi. Voilà, voilà. Que fait l'État pour chercher ceux qui ont le talent, prendre ce talent, les diffuser vers la population? Parce que quand la population est occupée à des choses positives, la population n'a pas le temps de s'occuper des choses négatives. Est-ce que l'État le fait? L'État ne le fait pas. Et je dis, ça, c'est la 5e chose qui doit changer dans le 2e mandat du président Tshisekedi. 6e point, ça c'est Kinshasa. Tout le monde a été à Kin. Vous savez, Kinshasa, c'est la capitale de notre pays. Kinshasa, c'est à l'image de notre pays. Kinshasa. Vous pouvez donner rendez-vous à quelqu'un, il arrive à l'heure? Impossible. Depuis que je vais au Congo, depuis 4 ans, il y a un phénomène qu'on appelle les bouchons. Bien sûr, le président Tshisekedi a trouvé ça de son prédécesseur. Mais durant tout son mandat, il y a eu les bouchons. Au moment où nous parlons, il y a des gens qui sont dans les bouchons à Kinshasa. Il faut que ça change. Pourquoi ça ne change pas? Ça doit changer. D'ailleurs, c'est une grande perte économique. Tous ces gens-là qui roulent au ralenti tous les jours, en termes de carburant, en termes de pollution, et même la pollution qui engendre même des maladies. Autre problème, toujours sur Kinshasa comme 6e point, la propreté. Il fut un temps où on disait Kinshasa la belle. Est-ce qu'on peut le dire aujourd'hui? On ne peut plus le dire. Le président Tshisekedi a trouvé cela, bien sûr. Il a fait son mandat. Est-ce que dans le second mandat, il faut que ça soit comme dans le premier mandat? Kinshasa, on doit résoudre le problème des bouchons. On doit rendre Kinshasa propre. Vous avez vu, même quand il y a eu le sommet de la francophonie, même dernièrement, il y a une semaine, quand les présidents d'autres pays sont assistés à la prestation de serment du président Tshisekedi, on a mis des gens en train de nettoyer les avenues la veille. Ben, le jour, quand il n'y a pas de visiteurs, on ne nettoie plus les avenues. C'est une des choses qui doit changer. 7e point, c'est une phrase que vous devez sûrement connaître, servir et non se servir. Vous avez vu, il y a eu un grand nombre de gens qui ont postulé comme députés, comme conseillers communaux, comme députés provinciaux. De vous à moi. Qu'est-ce qui les poussait à faire cela? Est-ce pour aller se servir ou bien parce qu'ils sentent qu'ils ont un appel pour mieux servir les compatriotes? Entre nous, entre Congolais, répondons à la question. Et quand un fonctionnaire quitte la maison, un fonctionnaire congolais, j'ajoute, il va au travail. Il dit, je vais travailler ou bien nake koluka.
causer bien avec tout le monde quand il quitte la maison, même les ministres, quand ils arrivent. Est-ce que la priorité, c'est les dossiers où l'État va profiter ou la priorité, c'est les dossiers où lui peut profiter? C'est discret, c'est imperceptible, mais en réalité, dans la tête du Congolais, maintenant, il faut plus se servir que servir. À l'époque, vers les années 60, 65, 70, un fonctionnaire disait « je vais au boulot ». Et quand il arrivait, il était préoccupé par les dossiers de l'État. Et si ce n'est pas résolu, il rentrait chez lui très inquiet. Il disait « non, mais il y a un dossier que je n'ai pas bien finalisé ». Mais aujourd'hui, est-ce le cas? Autre exemple, quand le policier va à un rond-point, il dit à sa femme, je vais travailler ou bien nakekoluka. Quand le policier il est là, à un moment les chauffeurs lui disent, bangonde bazotia mobulu po tolekate. Parce que dans la confusion là, il se sert. Nous devons avoir le courage de nous dire ça. Et ça, c'est déjà ancré dans la tête du Congolais. Ça doit changer. Huitième élément, la carte d'identité. Vous avez suivi, le président de la République, on lui avait remis la première carte, la carte à puce. Il était prévu que cette carte-là, on l'ait avant la fin de l'année, avant les élections. Nous ne l'avons pas eu. La carte, d'après ce qui se dit, il y a deux problèmes que j'épingle par rapport à la carte d'identité. D'abord, on voudrait la délivrer gratuitement. Moi, j'ai dit non. Parce qu'elle a un coût. Le coût de fabrication d'une carte est plus ou moins de 5 €. De deux, on n'a même pas défini où elle doit être délivrée. Moi, je dis, la carte doit être délivrée à la commune. Pourquoi à la commune? Parce que c'est là où il y a le registre de la population. Il n'y a pas mieux que la commune pour connaître le nombre de gens. Et donc, cette carte devrait être délivrée. Je ne sais pas s'ils ont déjà planifié, mais je suggère pour cette carte d'identité-là qu'elle soit délivrée à la commune comme cela se fait dans beaucoup de pays. La carte d'identité, nous parlons de l'insécurité à l'Est. Si nous avions la carte d'identité, ce serait plus simple. Je ne sais pas si vous connaissez un pays qui est comme le nôtre où les gens n'ont pas une carte d'identité. Mais quelque part, cette insécurité est créée par ce vide-là. N'importe qui peut venir, il va à la commune, on fait une attestation de je ne sais pas quoi, il devient congolais. Et donc, je n'entrerai pas dans le côté sécuritaire. Ceux qui sont censés gérer ces services-là devraient aussi s'y pencher, voir comment la carte est source de sécurité pour le Congolais. Dixième... neuvième, hein. Ouais. Neuvième point, la particratie. C'est un néologisme pour dire le mode de fonctionnement qui est imposé par les partis. Si vous êtes dans un parti, dès que le parti gagne les élections, il distribue des postes aux membres, n'est-ce pas? Le chômage est tel que ils ne peuvent plus distribuer qu'aux membres. Question. Quel est le parti congolais qui a une structure où il y a une banque de données de la technicité des membres?
quel est le parti qui nomme ces gens en fonction de leur technicité, parce qu'ils sont du parti bien sûr, mais aussi en fonction de leur technicité. Il y a eu des élections, parcourez le profil de tous les candidats qui sont les candidats qui avaient un bon profil. Et donc, aujourd'hui, vous entrez dans un parti, il gagne les élections, vous êtes sûr d'avoir du boulot. Non. Le boulot, il faut le donner aux gens qui ont le profil. Ou si le parti veut bien donner du boulot aux gens du parti, il fait quoi? Il les forme. Il forme ses membres. Or, les partis ne les forment pas. Et c'est devenu, les gens savent désormais, au Kotiboye, au Keboye, aux Umoussal. Non. Et donc, ceux qui ne sont pas tentés d'être militants, ils sont délaissés pour compte. Or, notre Constitution prône l'égalité entre tous les citoyens. Que je sois dans un parti ou pas, si j'ai la technicité, vous me prenez. Et donc, ça, c'est le 9e point. Et le tout dernier point, c'est la commune, centre de promotion du citoyen. Dans l'introduction, j'ai dit que j'étais rentré au Congo pour postuler comme conseiller communal, dans l'espoir, si je passe, de devenir bourgmestre. On a publié les résultats, je ne suis pas passé. Félicitations aux 7 candidats. On était 300 candidats à Barumbu. Je félicite ceux qui sont élus. C'est eux qui seront les conseillers communaux de la commune où je réside. Mais la commune, c'est la première fois depuis, je pense, Kassavubu, qu'on a pu faire des élections pluralistes au niveau des communes. Du temps de Mobutu, il y en a eu un peu, mais comme il y en a eu là, c'est la première fois. Et je voudrais que dans ce 2e mandat, qu'on donne leur vrai pouvoir aux communes. Parce que ici en Belgique, vous le savez, nous avons fait 500 jours sans gouvernement. Le pays tournait. Parce que les communes fonctionnaient. Et donc, si les communes fonctionnent bien, c'est d'ailleurs un travail à moins pour le chef de l'État. Je vous raconte une blague. J'habite sur l'avenue Kabamba qui est en piteux état. Dans le taxi, les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, Fachi, il faut attendre la vie sur Makamboyo. Donc, ils pensent que c'est le président qui doit venir arranger l'avenue. Parce que tout simplement, les bourgmestres sont absents. Ce n'est pas de leur faute non plus parce que, bon, ils ont été nommés, mais comme maintenant il y a des élus, je pense que le président a intérêt à faire en sorte qu'il soit soutenu par l'action des communes. Ce sera beaucoup de travail en moins. Et j'ai comparé les lois qui régissent les communes, la loi belge et la loi congolaise. C'est presque du copier-coller. Or, vous savez combien de millions chaque commune gère ici? Pourquoi est-ce que chez nous, une commune ne pourrait pas gérer autant d'argent et générer autant d'argent? Bien, par exemple, l'impôt sur l'immobilier. Vous allez voir à Kinshasa, maintenant, les immeubles poussent. Mais l'État gagne quoi? Les bailleurs, ils font payer les loyers. L'État gagne quoi? Or, avec la nouvelle administration communale, il faudrait que ces détails-là ne soient plus des détails, c'est des sources importantes d'argent. D'ailleurs, vous le savez ici en Belgique, le CPAS, qui le paye? Ce n'est pas le Premier ministre, c'est la commune. Chaque commune paye le CPAS aux gens de sa commune. Pourquoi pas chez nous? Parce que bon, nous avons vécu longtemps sans ça.
Mais le moment est venu pour que la commune devienne une vraie administration proche du citoyen qui résout le plus grand nombre de problèmes que le citoyen rencontre. Donc, chers amis de la presse, chers amis invités, voilà, en tant que journaliste, en tant qu'homme de culture, la communication que j'avais à faire, parce que ça me préoccupait, je me disais, ça je ne peux pas garder pour moi-même, il faut qu'on diffuse, il faut qu'on attire l'attention sur la nouvelle administration qui va venir, pour que certaines choses changent d'une façon visible. Et c'est tout à l'honneur, non seulement des dirigeants, mais aussi dans l'intérêt de la population. Donc j'ai dit et je vous remercie, je suis donc à votre disposition pour les questions et réponses. Oui, nos félicitations d'abord à l'intention du conférencier qui a passé un bout de temps à Kinshasa, mais qui nous revient avec beaucoup de bonnes idées. Il en faut. Alors, sans vous tarder, vous avez la parole. Quelqu'un voudrait poser une question? Voilà, Pasteur Bobo. Oui, moi j'aimerais me poser deux petites questions. Merci beaucoup, une très belle présentation. Mais par rapport à votre introduction, vous parlez de tricherie. Une question que je pourrais vous poser, le président Félix a gagné. Oui, il a gagné, c'est incontestable. Mais est-ce que les tricheries, vous avez beaucoup de machines à voter dans les maisons des gens ou dans les mains des officiels, 5 gouverneurs, quelques ministres ou quoi. Que s'est-il passé réellement? Est-ce que le pouvoir avait peur? Est-ce que le pouvoir ne savait pas que Félix allait gagner les élections? Parce qu'il a gagné, mais il y a aussi tricherie au niveau des officiels. Que s'est-il passé? Ils avaient peur, ils ont préparé une tricherie, mais le peuple a voté pour Tshisekedi. Ça, je ne comprends pas. Vous étiez sur place, c'est un peu... Vous savez, merci pour la question, Pasteur Bobo. J'étais effectivement à Kinshasa. Et quand les premiers résultats qui ont été publiés, c'était les résultats de la présidentielle. On a commencé par les résultats de la diaspora, ici en Belgique, en France, aux États-Unis, en Afrique du Sud et au Canada. Vous avez les chiffres, vous avez le pourcentage, c'était combien? C'était entre 70 et 75%. Est-ce que pour Tshisekedi, heureusement ici, on a voté que pour la présidentielle. Est-ce que ici, dans la diaspora, il y a eu tricherie? Non. Maintenant, nous allons à Kinshasa, parce que j'étais à Kinshasa. Le jour du dépouillement, j'étais dans plusieurs bureaux. J'habite Barumbu, comme vous le savez, c'est près de l'Ista. J'étais à Ista, j'étais à Stella, j'étais à beaucoup de bureaux. On a dépouillé devant les électeurs. Et on a vu que la tendance là de 70%, j'ai dit, Tshisekedi a été élu par 3 Congolais sur 4. Cette tendance à Kinshasa s'est maintenue. Et le lendemain, les résultats de l'intérieur ont commencé à monter aussi. La tendance n'a jamais changé. Jusqu'au dernier jour. Comme vous l'avez si bien dit, est-ce que Tshisekedi a été élu avec ces chiffres-là? Personnellement, je peux confirmer, parce qu'il n'y a pas eu doute, nulle part, pour dire non, on a bourré les urnes pour Tshisekedi. La tendance a commencé déjà ici et allée à Kinshasa et s'est répandue à travers le pays. Mais le problème maintenant, c'est par rapport... C'est par rapport aux députés nationaux. Vous savez, moi je ne suis pas avocat de ces gens-là. On va poser la question. Je pose la question à toi. Est-ce qu'elle a parlé, elle a abordé ce point ou non?
Il parle des irrégularités. Oui. Oui, il en a parlé. Je réponds, mais il peut aussi poser la même question. Il peut reposer la question, je vais répondre. Il en a parlé, mais si vous entend pas bien, vous pouvez écrire. Donc, le gouverneur peut poser sa question là-dessus, je vais y répondre. Vous lui dites. Et donc, vous connaissez les gens qui étaient au Parlement de 2018. Il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. On ne peut donner sa main à couper pour personne. Il y a des gens, effectivement, les preuves sont là. Et d'ailleurs, en définitive, la CENI a publié même une liste. Je ne dirais pas qu'elle est exhaustive ou pas, mais ça c'est dans les compétences de la CENI. Il est un fait, il y a des gens, vous savez, l'appât du gain pousse beaucoup de gens à tricher. Et malheureusement aussi, il y a beaucoup de gens de très peu de vertus chez nous, vous le savez. Donc moi, je ne peux pas être leur avocat. On a constaté, les services compétents l'ont fait. Bon, bien sûr, on aurait pu, bien sûr, enfin, ça me distrait un peu. Les gens disent, est-ce que ça a un impact sur l'électorat de Tshisekedi? Je doute fort, parce que sa tendance à lui était déjà là. Donc voilà. Je vais même poser deuxième question pour laisser la place aux autres. Oui. Deuxième question, c'est par rapport au point 6. Le point 6 m'intéresse. Il y a beaucoup de points que vous avez cités, mais le point 6 m'intéresse. Je vois les bouchons et la propriété. Par rapport à Kinshasa. Oui. On voit Gekoko, ici on a le gouverneur, malheureusement, on a M. Kabaïdi, j'aurais bien voulu aussi, mais bon, c'est pas grave. Gekoko Molomba, qui s'empresse à commencer à faire des choses, à arranger la ville. Hein. Mais qu'est-ce que vous proposez? Est-ce qu'il ne faut pas un plan, un projet clair pour résoudre le problème des bouchons et pour de la propriété? Au lieu qu'on voit, peut-être ça peut être un procès d'intention, que c'est comme mais pardon, est-ce que lui, il ne fait pas ça parce qu'il veut garder la poste? Il faut une vision claire, vous proposez quoi? Oui, avant que vous puissiez y répondre. Oui, Corneille. Aussi, la même question, Oui. plus ou moins, quand vous parlez au point, à un certain point où vous donnez beaucoup de pouvoir à la commune. Est-ce que, c'est pratiquement la même question, est-ce qu'il ne faudrait pas un contrat de performance? Parce que quand un ministre arrive à un cabinet, vous l'avez dit, ce n'est pas pour travailler, c'est pour sa famille. Parce qu'il n'a pas de contrat de redevabilité. Est-ce qu'il ne faudrait pas que le contrat de performance soit la base de toutes les fonctions? Un bourgmestre sans contrat ou un gouverneur de la ville sans contrat, il va travailler, comme dit Pasteur Bobo, comme il veut. Bien, merci. Pasteur Bobo, tu peux couper et puis mettre en marche pour que je n'ai pas un trop long fichier. Ah oui, un deuxième fichier. Donc. Voilà. Et hop, ok, merci. Le jour où le gouverneur intérimaire Gekoko Mulumba a commencé ce travail, j'étais là, j'étais au rond-point Ouleri et je l'ai rencontré. Bon, il a refusé que je l'interviewe, mais bon, d'ailleurs la vidéo est en ligne. Et il est un fait que cette action coup de poing, d'ailleurs aujourd'hui j'ai lu qu'il est allé sur l'avenue Ngouma, en Ngaliema aussi. Il est un fait que quand il a commencé, tout le monde s'est posé la question. Il dit mais il veut faire quoi? Et on s'est rendu compte que finalement ce qu'il a fait était bien. Parce que le rond-point où il est ri, c'était un fourre-tout. Vente de ceci, arrêt des motos, donc un toy-boy extraordinaire. Mais là, donc cet espace a été bien limité, on a mis des fleurs, etc. Pour le tourisme, pour la ville, c'est bon. Et
La deuxième question, est-ce que c'est par opportunisme? Il voudrait qu'il soit confirmé gouverneur. Bon, ce n'est pas interdit. Il a été élu donc député provincial. Donc je pense que... La question, c'est pas ça. La question est que qu'est-ce que vous proposez? Il faut quand même un projet, un plan clair. Oui. Comme ça se passe à Bruxelles, à Paris. Voilà. Ah oui, c'est ça. En fait, la réponse est simple. J'ai parlé du profil des hommes. Si j'ai des propositions, je ne les dirai pas dans les médias. En fait, c'est des projets sérieux. Malheureusement, les gens, quand ils viennent avec ces projets-là, où on les tourne en bourrique, où on soustrait un élément qu'on exploite pour se remplir les poches. Il y a un problème sérieux. Moi, je pense, comme nous le disons maintenant, sur la place publique, les responsables du pays, le président, les gouverneurs, devraient avoir le courage de mettre ce projet-là sur la table. Voilà, qui a la solution à ça? Concours. Un peu, ça rejoint un peu ce que dit Cornelis. Pourquoi les gens qui savent n'arrivent toujours pas à gagner les marchés? Et c'est toujours des individus nébuleux qui arrivent et puis, bon, ils vous foutent encore un désordre plus grand. Je pense, ma réponse, c'est que on doit mettre de la transparence dans la gestion de ce dossier-là. Les gens qui ont des solutions existent. Mais ils n'ont pas accès aux décideurs. Et donc, les décideurs doivent avoir le courage de mettre ça sur la place publique. Et par rapport au contrat, comme a parlé Cornelis, je pense que, mon sens, à mon avis, nous les citoyens, quelque part, nous sommes complaisants. Un bourgmestre arrive, il ne fait pas le travail, mais nous devons donc nous exprimer. Je viens de féliciter les conseils municipaux. C'est eux. C'est en fait le parlement de la commune. C'est ça leur boulot. Vous faites ce boulot-là et vous rendez compte à la population. Vous avez vu 80% de ceux qui étaient au parlement ont été balayés. Parce qu'il n'y a pas eu de résultats. Dans les pires des cas, je dirais, la sanction électorale est toujours au tournant. Mais j'ajouterais, il faudrait quand même que les citoyens aussi soient, donc, comme dirais-je, soient plus citoyens. Vous savez, souvent, nous ne sommes pas très citoyens dans notre pays. Donc, voilà un peu ce que je pourrais dire à ça. Parce que, bon, et en fait, d'être bourgmestre, c'est un contrat de performance en réalité. Parce que tu dis, bon, moi, comme disait, qui ça, le président français, qui ça, qui disait, moi, président, il y aura ceci, moi, président, il y aura... C'est la même chose. Durant la campagne, vous promettez, vous réalisez pas, on vous chasse. Donc, voilà. Voilà, il y a une question. Oui. Oui. Enfin, je ne voudrais même pas poser une question. J'ai eu l'expérience de travailler pendant au moins 2 ans au ministère de l'Urbanisme de la ville de Bruxelles. Je crois que dans les points qui sont énoncés, le point éducation, nous sommes ici dans le quartier européen. Tous ces bâtiments que vous voyez là, moi je suis venu un peu plus tôt en Belgique en 1960, eh bien, les dirigeants actuels ont été formés et formatés. Alors la première chose une des choses importantes, c'est l'éducation. Nous avions un projet, l'ENDA, et à ce moment-là, on n'a pas formé ceux qui allaient normalement s'occuper de l'administration publique. On ne peut pas improviser. La ville de Kinshasa n'est pas urbanisée. On ne peut pas improviser. Et quand vous regardez, si vous comptabilisez le nombre de feux rouges, tout le monde parle de il y a les embouteillages, etc. La ville de Kinshasa, c'est un fourre-tout. On ne sait même pas où mettre ses pieds. C'est une chose. Parce qu'on n'a pas, en fait assuré le mécanisme, les lois qui disent aux gens, attention, quand vous construisez une maison d'un étage, 2 étages,
dans un environnement où toutes les maisons sont basses, on ne peut pas faire. Vous ne pouvez pas changer la structure de la ville. Et une ville, c'est un État. La ville de Kinshasa est un État. On n'a rien fait. Hein? Et vous habitez Bandalongwa, et bien toutes les maisons qui étaient des maisons basses, et bien aujourd'hui, et bien un type 10 étages. Mais 10 étages. Vous imaginez ça? Alors, tous les problèmes qui sont attachés au caniveau, hein, à l'évacuation, et tout ça n'ont pas été évoqués jusqu'à présent. Donc, c'est un travail très dur. Et je crois que même les 5 ans de l'actuel président ne vont pas suffire. Parce que seulement, il faut commencer par former des gens. Hein, tout le monde veut seulement aller faire, je ne sais pas, le droit ou l'économie, mais tout le monde ne pense pas qu'il faut absolument qu'on urbanise la ville. Et ça, c'est un problème très grave. Et ça, déjà, même ici, même vous, quand nous pensons que les Européens ont réussi, ils ont réussi à faire quoi? Regardez les bouchons. Nous qui avons été ici pendant des années, eh bien, pour rentrer à Bruxelles vers 17h, c'est difficile. Pour travailler, il faut sortir très tôt le matin pour être à l'abri des bouchons. Donc, tous ces problèmes-là nous tiennent à cœur. Donc, c'est très grave. De toute façon, quand on fait la comparaison entre nous et entre la ville de Kinshasa, par exemple, c'est ça qu'il faut répertorier dans toutes les villes aujourd'hui. Et même quand on fait les 145 territoires, est-ce qu'on a formé des gens? Non. Est-ce qu'on a formé des gens? Hein, parce que les Belges quittent le Congo en 1960, eh bien, il n'y a plus les cantonniers. Vous voyez? Et quand vous avez les cantonniers, ça ne sert à rien. Hein? Et aujourd'hui, même le président Mobutu, il quitte le pays, il n'a même pas fait 1 mètre d'autoroute. Vous comprenez? Et même, quand vous voyez tous les projets qui étaient là, eh bien, ils ne pouvaient pas devenir des projets modernes. Et ça, c'est ce problème-là. Alors maintenant, le lot d'héritage de 64 ans d'indépendance, eh bien, ça donne quoi? Ça donne le fiasco. Quand vous parlez à un bourgmestre, il ne sait même pas ce que c'est. Ici, Ok. Bien, merci. Je pense que ce sera la 11e chose qui doit changer. Merci pour la contribution. Une question derrière vous. Elle peut venir? Je ne sais pas si ça va arriver. Oui, je vais me déplacer. Oui, mais c'est bon. Sorry. Comme je suis la seule représentante des femmes, Oui. Ah oui, hein. je voulais un petit peu savoir comment est-ce que les femmes prennent la discussion politique. Est-ce qu'elles se sont particulièrement mobilisées et quelles sont leurs revendications? Et quel est le deuxième point qu'on pourrait peut-être ajouter qui ne concerne que particulièrement les femmes pour améliorer leur situation? Voilà. En tout cas, c'est une question très pertinente, chère Lily. Là, vous me poussez à parler un peu de ce qu'a été ma campagne électorale. Ma campagne électorale était dirigée en direction des jeunes et des femmes. Et aux jeunes, je disais ceci. Vous avez étudié, vous avez fini, vous faites quoi? Ah, il n'y avait pas de réponse. Aux femmes, je disais ceci. Quand on circule à Kinshasa dans toute la ville, même hier, avant-hier, quand j'allais à l'aéroport, je regardais toutes les communes que j'ai passées. Toutes les avenues sont pleines de femmes qui vendent ceci ou cela. Et en réalité, les femmes sont un poumon économique important de notre pays. Et aux femmes, je disais, d'ailleurs, parce que moi, j'ai travaillé par noyau, c'est-à-dire j'ai réuni 10 à 15 personnes et durant au moins 30 à 40 minutes, j'expose ma vision de la chose. Et les femmes, je leur disais, regardez, j'habite à côté des marchés, le Wenzi, à Kabambare, comme on l'appelle. Et là, je vois des jeunes femmes qui vendent, qui viennent de commencer, qui ont 18, 20, 25 ans. Je vois
des dames qui ont un âge très avancé, qui avaient commencé jeunes. Quand j'ai fait ma campagne au marché, je leur ai dit, vous voyez les dames là, un jour vous serez comme elles. Mais vous ne vendrez que ça. Et après, moi je leur ai dit, vous les femmes, moi je suis disposé à faire un lobby où les femmes s'organisent. Parce que si chacun fait son petit ligablo, on n'avance pas beaucoup. Je leur ai dit, la commune, avec son budget, est en mesure de réunir 100 femmes, de les former et de leur donner un crédit. Parce qu'en fait, tout le problème est là. Le crédit n'existe pas. Et les femmes souffrent. Moi, dans ma campagne, j'ai dit, vous les femmes, on va s'organiser. Il y aura des noyaux de telle sorte que vous avez le crédit. Et avec la formation, vous allez mieux gagner votre vie. Et les femmes ont beaucoup mordu. Et d'ailleurs, moi, je leur ai dit, campagne ou pas, c'est un projet que je veux porter. Que je vais porter quand je rentrerai à Kinshasa d'ici 2 mois. Les femmes ont dit, Cheikh, on continue ce projet-là. Parce que j'ai mon site de campagne, fitafitadibwe.com, où on mettra progressivement. Parce que je me dis, si la femme n'est pas assistée, c'est une grande déperdition pour la nation. Et les hommes politiques, souvent, ils emploient les femmes comme prétexte. Alors que c'est des acteurs majeurs de l'économie. Et pour moi, au stade actuel, je serai parmi les gens qui se battront pour qu'il y ait des financements, de la formation pour les femmes. Et d'ailleurs, avec ça, ça va leur donner même goût à la politique. Parce que regardez, il y a eu, je crois, 40 élus sur 500, élus femmes. Ce n'est pas normal. La parité, on l'obtiendra comment? Et donc, je me dis, nous, activistes, nous, hommes de culture, et les hommes politiques, nous sommes en devoir de soutenir les femmes, de les booster surtout. Parce que c'est ça qui manque. Elles ont besoin de ça. Et les femmes, ces femmes-là qui se réveillent à 5 h du matin, qui rentrent à 22 h, c'est plus de 12 heures de travail. C'est un constat que personnellement j'ai fait. Et je me dis, je serai parmi les gens qui seront donc, qu'il faudra booster. D'ailleurs, sur ma liste, parce que les élections c'était par liste, sur ma liste, nous étions 5, j'étais le seul homme, les autres c'était des femmes. Il y avait, j'étais le seul homme comme effectif, et parmi mes suppléants, il y avait un homme et une femme, et les autres, il n'y avait que des femmes. J'avais une liste rare. Même bon, on n'a pas suffisamment d'épaules, mais on aura, le temps viendra. C'était une belle expérience, j'étais content de faire cette expérience-là, parce que j'ai vu que les gens ont une grande attente et une attente réelle. Les gens veulent que l'État, même l'État avec petit E, qui est la commune, les gens ont besoin de cet État-là pour les soutenir. Et les femmes ont la volonté. La preuve, travailler de 5 h à 22 h, c'est beaucoup d'efforts. C'est que même beaucoup d'hommes ne le font pas. Donc voilà ce que pourrait être ma réponse par rapport aux femmes. Okay. Mais par rapport au point 1 et 2, c'est comme si ça se complète, un point 1 et 2, cabinet et puis tête du gouvernement. Est-ce que non. Le cabinet du chef de l'État, directeur de cabinet, directeur de cabinet adjoint, envoyé spécial, conseil, etc. Ça, c'est le cabinet. Oui, mais le gouvernement, il y en a 60. Mais si on prend des partis et président, c'est comme si ça a été fait exprès pour avoir un gouvernement bis. Il y a beaucoup de ministres, beaucoup de conseillers principaux qui jouent presque le même rôle que les ministres. En tout cas, moi j'ai dit, pour moi, la taille doit diminuer. Et quand Fachi est arrivé au pouvoir, effectivement, d'abord c'était un gouvernement qui expédiait les affaires courantes et il y avait des urgences. Je comprends. Personnellement, j'ai compris pourquoi il y a eu autant de services. J'ai compris. Mais c'est fini. Maintenant, il a fait 5 ans, il a géré le pays, il sait comment le pays peut être géré. Donc maintenant, pour moi, il faut réduire, il faut remettre beaucoup d'institutions dans l'administration au ministère. Par rapport au point 6, moi je peux poser, je peux terminer par rapport. Oui, allez-y. Hein. Le point 6, moi je peux proposer, oui. Pourquoi pas avoir un Alingeti ou un Denis Kadima de la propriété ou bien des bouchons. Donc,
Parce que ce n'est pas le président, ce n'est pas Félix Tshisekedi qui va mettre la propriété à Kinshasa. Ce n'est pas lui qui va terminer les bouchons. Il faut des gens, un monsieur très compétent comme je vois Jérôme Moulumba cherche à faire ça. Donc, un monsieur qui viendra avec une vision claire, on vous dit, vous, c'est les bouchons. On vous donne une année, si ça ne marche pas, on vous met dehors. Ouais, en tout cas, c'est acté. C'est acté. Je voudrais quand même intervenir à ce sujet. Oui. J'étais à Kinshasa au même moment que Cheikh Fita. Celui qui pose la question. J'ai peut-être eu un plus parce que j'ai également fait le Congo central. C'est un plus, oui. Sûrement un plus parce que je crois, et notre aîné l'a relevé, il y a un problème d'urbanisation qui est généralisé. Le problème de bouchons, ce n'est pas un petit problème. C'est pas un petit problème. Parce que quand vous arrivez à Matadi, par exemple, l'entrée de Matadi, déjà, vous faites, disons, l'entrée de Matadi, vous faites facilement 30 minutes en train de tournoyer parce que l'entrée de Matadi est un marché. Et avec tous les poids lourds qui entrent et qui ressortent, donc c'est bouché d'avance. Et cet embouteillage que vous retrouvez à Kinshasa, vous le retrouvez également à Kinshasa. Quand vous venez du Congo central, vous entrez à Kinshasa, vous entrez par Matadi-Kibala. Oui. Mais je vous dis que l'embouteillage commence déjà à Mbanzangungu, à 120 km de Kinshasa ou plus. J'ai pris un taxi-bus, ça c'est un exemple, j'ai pris un taxi-bus de transport en commun pour fuir les embouteillages autour de la ville de Mbanzangungu. Le chauffeur a dû entrer dans Mbanzangungu, prendre de petits sentiers qu'il connaissait, heureusement que c'était lancé de Mbanzangungu, pour ressortir après Mbanzangungu. Mais la route principale, simplement l'idiotie que nos gouvernants ont commise, c'est de laisser cette route-là telle que le colonisateur l'a construite. C'est-à-dire une route à deux bandes. Ça, c'est l'idiotie. Et la deuxième idiotie, c'est de faire des marchés publics aux entrées de grandes villes. Ça, c'est vraiment fou. Il faut vraiment être fou pour le faire. Or, l'entrée d'une ville, c'est un peu comme un vase, hein, donc il est ouvert. Il doit être ouvert parce qu'il donne voie à plusieurs directions. Mais quand vous fermez l'entrée de la ville, vous avez tout fermé. Merci beaucoup, Cornelis. Je pense qu'on met ça comme 12e chose qui doit changer. Oui. Alors, non. Vous voulez avoir la parole? Oui, et voilà. Vous vous présentez. Présentez-vous. Oui, il peut aller là-bas. Ah, ouais. Va derrière le... Je salue l'assistance et l'orateur du jour. Je l'ai suivi sur YouTube, franchement. En tout cas, je vais aller très loin. Et dans le train, j'ai suivi. Oui, je salue les 10 mesures que chaque FITA, avec qui j'ai des relations assez particulières, a évoquées. Moi, je m'appelle Franck Kitenge. Je peux dire FITA. Je suis son éditeur. Donc, tous les ouvrages qu'il a pu présenter ici au Presse Club, j'en suis l'éditeur. Et je vais parler sous une double casquette, vous m'excuserez. Les aspects qu'il a abordés, c'est vrai. J'ai entendu aussi les observations de monsieur... Cornelis Landou. Ah, monsieur Cornelis. Également journaliste. Alors, il est vrai que les bouchons et les embouteillages, c'est vraiment une épine dans le pied du gouverneur ou des gouvernants en RDC. Et je voudrais amener une information, peut-être que M. Cornelis n'a pas, c'est que depuis l'avènement, là je parle en tant qu'un ancien directeur de cabinet d'un membre du gouvernement, comment ça m'a tombé, j'avais accès à cette information. Et le chef de l'État, en arrivant, effectivement, il avait impulsé au gouvernement de pouvoir travailler en urgence sur les questions liées aux embouteillages, aux bouchons.
dans le gouvernement, si je m'abuse, Sama 1. Et donc, le ministère de l'Intérieur et d'autres ministères avaient mis en place une commission interministérielle pour justement résorber ce problème. Et le chef de l'État a fait son boulot. Et je pense qu'à ce niveau-là, c'était à ceux qui étaient censés exécuter et suivre sa vision qui est claire. Il dit, je ne veux pas des embouteillages mais des bouchons. Donc, la faiblesse ou la léthargie de certains membres du gouvernement, en effet, a eu à impacter sur sa décision. Et heureusement qu'il avait quand même tapé du poing sur le table pour dire que les choses devraient changer et dans l'avenir. Et vous avez raison, j'ai fréquenté tout le Congo, je sais ce qu'il y a justement, quand on vient du Congo central pour arriver à Kinshasa. Ces marchés, une fois de plus, le chef d'État avait instruit l'ancien gouverneur de Kinshasa et de pouvoir travailler pour évacuer tous ceux qui vendent aux abords, au bord des différentes artères, notamment la nationale numéro 1, parce qu'il y a eu des cas d'accidents et d'électrocution. Donc je voudrais juste renchérir sur ce qu'il avait dit, mais en apportant d'autres informations un peu plus précises. Et donc je reviens à M. Fita. Oui, c'est vrai que par le fait que j'ai les droits de réserve sur cette question, je ne pourrais pas me prononcer parce que j'ai une double casquette d'ancien membre du gouvernement, de l'équipe gouvernementale. Mais pour les questions liées aux élections, j'étais observateur pour le compte de la SADC, je pense que vous connaissez. Donc, j'ai suivi, en effet, le début du vote. C'est vrai, il y avait eu un retard, mais dès que ça avait commencé, vous ne savez pas, les fils, il y avait des fils et des fils devant les bureaux de vote. Ce qui a montré quand même l'engagement des citoyens de pouvoir choisir leurs dirigeants, surtout à la présidentielle. Je le dis sans avoir peur d'être contredit. J'ai sillonné une quarantaine de bureaux de vote, bon, particulièrement à Kinshasa. L'écart était grand entre les deux challengers, c'est vrai. Et il y avait un fossé entre le candidat numéro 20 et les autres candidats qui étaient il donne des solutions. Presque inexistant sur le top 3. Donc, c'était ma petite participation à cette conférence, que je salue d'ailleurs. Et bon, en passant, je pense que moi-même, je reviendrai au Presse Club pour parler d'autres questions qui me concernent, notamment les livres, la promotion du livre du Congo, mais également la participation des jeunes au développement à travers la littérature. Vous répondez? C'est une contribution très bonne parce qu'effectivement, c'est un homme de terrain et il était dans l'exécutif, il était dans les observateurs internationaux. C'était quand même un plus que je n'avais pas nécessairement, qui contribue aussi à la conférence. Merci. Oui, alors je voulais ajouter pour le compte de Cheikh Fita et notre ami Kitenge, c'est ça? Oui, vous savez, le pasteur Bobo avait posé une question sur, et d'ailleurs c'est dans ce cadre-là que Cheikh Fita a répondu et que vous venez d'intervenir. Il n'y a pas eu photo en ce qui concerne la présidentielle. Je peux vous dire que j'étais à Kinshasa le jour du vote et j'ai eu la chance d'aller au Congo central, revenir dans un bus public avec une vingtaine de gens dedans. Mais quand les gens parlent de Tshisekedi, c'est pratiquement avec... ils entrent pratiquement en transe. C'est un phénomène qu'on a remarqué. Hein. Je ne suis pas tshisekédiste, je suis journaliste, je suis content de l'être. C'est un phénomène qu'on a remarqué. Les gens ont été tshisekédistes, j'allais dire brusquement. On ne s'y attendait pas. Mais ce que Pasteur Bobo a dit, ce que Cheikh Fita n'a pas dit, c'est que la presse a parlé d'élections chaotiques. Et c'est une vérité. On ne peut pas se leurrer parce que la SADC, dans son rapport d'après les élections, dit que les élections se sont généralement bien passées. La SADC souligne le chaos qu'il y a eu. Parce que lorsque un bureau de vote jusqu'à 18 h n'ouvre pas encore, quel chaos ça fait. Et que les gens se déplacent pour voter. Et vous savez, le vote n'est pas obligatoire chez nous au pays. Et donc quand on a déjà fait 10 km pour aller voter et on rentre chez soi, on ne reparte plus, on ne refait plus les 10 km. Et autre chose, c'est que la CENI elle-même dit qu'il y a eu un chaos terrible.
La preuve, c'est qu'elle a suspendu, elle a même, disons, elle a annulé le vote dans certains coins. Donc le chaos est une réalité. Mais ce qu'on félicite, c'est que la CENI a pu réaliser ce défi dans un territoire 8 fois plus grand que la France, ainsi de suite. C'est vrai, c'est un pari. 4 fois plus, oui, c'est vrai. 6 fois. 80 fois la Belgique, 4 fois la France. C'est un pari qu'il faut féliciter, mais on ne peut jamais éluder qu'il y a eu un chaos. Parce qu'il y ait de machines à voter entre les mains des citoyens, c'est déjà un délit. Il y a un point que Cheikh Fita a soulevé dans son répertoire des 10 points. Il a posé la question de savoir ce qu'il fallait pour changer la mentalité des gens. Et ma réponse était la justice. Évidemment, je suis allé un peu trop loin. Il y a d'abord l'éducation, ainsi de suite. Mais, moi, j'ai travaillé sous le parti unique. Si je vous ajoute, dans les 10 points, on n'a pas vu la justice. Non, il n'y en a pas. Ni la sécurité. Oui. Alors, j'ai travaillé sous le parti État, où il y avait beaucoup de séminaires. Mon aîné doit être au courant. Il doit d'ailleurs avoir assisté à des séminaires où le séminaire, c'était l'intitulé « Le séminaire sur le changement de mentalité ». Moi, j'étais journaliste à l'agence congolaise de presse, chargé de la MOPAP, de la FORCAD, et ainsi de suite. Donc, j'ai assisté à tous ces séminaires-là. Mais je vous dis, et c'était ma réponse à Cheikh Fita, le plus grand ennemi des Fachi, c'est la justice. Et il l'a reconnu. Et je vous dis, aussi longtemps que on parlera de changement de mentalité en donnant des conseils aux gens, simplement, on a échoué. Le changement de mentalité passe par la justice, simplement. Quelqu'un qui a volé doit se retrouver en prison. Quelqu'un qui a pris le matériel de l'État, le matériel commis pour le vote, et il y a des preuves, il doit se retrouver en prison. La justice n'a rien fait. On a vu des gens avec le matériel, on a parlé, personne n'a été arrêté. Je vous dis, la justice, c'est le plus grand ennemi des Fachi. Merci bien, M. Cornelis, pour cette contribution. Le 11e point. En fait, vous avez le loisir de compléter. Moi, j'en ai pris 10. 12 sécurité. Ouais. J'ai insisté sur l'éducation. Regardez, nous, quand on était plus jeunes au Congo belge, moi j'étais louveteau, j'étais scout, et à Bruxelles, j'étais routier. Vous comprenez? Donc ça signifie que quand vous êtes déjà petit, qu'on vous montre la discipline, qu'on vous apprend à aimer votre pays, qu'on vous apprend à chanter certaines chansons. Hein, par exemple, donc tous les scouts du Congo chantaient ça. Il y avait des contacts avec la population. Aujourd'hui, les politiciens qu'on connaît, une fois qu'ils sont là, ils sont dans leur bulle. Ils n'ont plus rien à voir. Ce que vous voyez maintenant comme l'émergence, par exemple, le tribalisme, c'est parce que, plus jeunes, on n'a pas appris aux gens à leur dire que vous êtes dans le même pays. Et les gens qui arrivent, eh bien, puisque un ministre, quelqu'un va au travail, il ne travaille pas. Et autour de lui, il met toute sa famille. Et un jour, par hasard, j'ai causé avec Cheikh Fita. Mais le ministre des Sports, il a mis dans son cabinet tous ses neveux, tous ses cousins, tous ses membres de famille. Jusqu'au beau-fils. Jusqu'au beau-fils. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qu'on attend du nouveau gouvernement du président Félix Tshisekedi? Il a du job. Imaginez-vous qu'il hérite aussi d'un pays qui n'a pas démarré. Comment il doit faire? C'est ça. Donc, diminution du nombre de ministres, l'attention salariale, tu as dit, de huissier au ministre, il faut s'asseoir par 9. La multiplication, il faut que les gens se rendent compte qu'ils vont travailler. Voilà. Et pas arriver là-bas et rêver que je vais à Paris. Pour nous qui avons vécu ici, mais est-ce que moi je suis fier d'être à Bruxelles? Non. Je connais ce pays depuis plus de 64 ans.
Donc ça veut dire que je ne pense pas que je sois mieux ici que chez moi. Quand cette est venu me voir à Kinshasa, il a vu comment je vivais. Moi, ça veut dire qu'il faut qu'on voie... Donc, ce phénomène-là, il faudrait ajouter à ça, est pas très fort. Alors, proposition, c'est faire un compendium des projets, c'est-à-dire de ce qu'on doit faire pour la jeunesse. D'abord, les enfants, hein, les prendre en charge quand ils ont 6 ans. Imaginez-vous que quand ce petit monsieur-là, on le prend en charge à 6 ans comme nous on était, eh bien il marche, hein, on lui apprend certaines choses. Et à ce moment-là, le type sait qu'il est dans une société. La plupart des compatriotes que nous avons ne savent pas où ils sont, qu'ils sont dans leur propre pays. Bien, ok, merci bien. On me signale que le temps imparti à notre conférence tire vers la fin. Je ne sais pas, demande si le gouverneur peut avoir une petite communication, 2-3 minutes, comme ça on lui donne le micro. On va donner quoi? Le micro, si vous avez quelque chose à dire. Écris oui, comme on a dit. Hein. On peut vous donner le micro pour 2-3 minutes, une communication? Je vous donne... Non, donnez-lui, c'est mal le micro. Attention, stop. Oui, le câble, c'est bon, il est arrivé. Non, tout ce que j'ai à dire, c'est que je suis venu assister au coup de pioche de l'écriture d'une nouvelle page de l'histoire du Congo que notre frère Cheikh Fita, avec son équipe, ont tenu à donner. Et je voulais être témoin de cette histoire parce que c'est une nouvelle écriture de la page de l'histoire du Congo qui commence. Et nous devons nécessairement en être fiers d'être présents. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bien, merci beaucoup. Je vous félicite pour tout ce que vous avez fait. De périple au Congo pour assister et les résultats que vous nous amenez. Merci beaucoup. Félicitations. Ok. Merci pour ceux qui ne le savent pas. C'est M. Paul Kabaïdi ou Kabaïdi. Il fut gouverneur de la ville de Kinshasa et il sait ce qu'il dit. Alors, merci. Fita, oui, on peut aller au vert. Cette communication, comme a dit le gouverneur, nous sommes à la fin. Oui. Est-ce que vous pouvez l'organiser? C'est une nouvelle page de l'écriture. Non, oui. Est-ce que vous pouvez l'organiser à Kinshasa? On doit le savoir. Est-ce que vous pouvez l'organiser à Kinshasa? Parce que les points sont quand même importants et ça concerne d'abord le Congolais du Congo. Ok. C'est noté, on va y réfléchir, c'est faisable. Ok. En tout cas, chers confrères, chers amis, je vous remercie. On peut continuer à échanger autour d'un verre de l'autre côté là. Et voilà, merci donc et à la prochaine. Voilà, comme a dit Cheikh Fita, il y a un verre qui vous attend à côté, juste là, si on peut libérer la salle. Merci. Ok. Petit-fils. C'est lui qui dirigeait. Fais mon sac, hein. Mon sac est là. Hé, ton micro, hein. Oui. En tout cas, monsieur le gouverneur, ça a été un plaisir. J'arrive. Ah, le leader. Oh, mais ça c'est bien. C'est les patrons de ce temps-là. Oui, il faut parler des départs. On est déjà. Si, j'ai marqué le Et d'ailleurs, un grand prix que absolument maintenant que les élections sont parties, qu'ils pérennisent, parce que c'est un exercice qui a été très bien fait dans les règles, etc. C'est verrouillé. Oh, c'est toi qui faisais le bruit. On t'attendait pour poser une question.
il arrive et dit papy. Mais c'est bien les enfants.